Je m'appelle Soulja, a.k.a. Soldat, a.k.a. Tête de mort, et vous êtes sur Culture. Ce n'était pas voulu, tout ce chemin parcouru, les années de misère. Les débuts du rap, ça s'est passé entre quatre murs. On était en centre jeunesse fermé, qui était pour nous, à l'époque, ils appelaient ça centre jeunesse, mais pour nous, c'était une prison pour jeunes. Parce qu'ils avaient les caméras, les barbelés, c'était des cellules. Bon, mon ami Infrac, mon frère, on était ensemble dans la même unité. On écoutait beaucoup de rap. Et puis, tranquillement, on s'est mis à écrire des textes, à se les faire entrelire jusqu'au moment où on s'est dit « Yo, on va les rapper ». Quelques cassettes nous inspiraient à l'époque. J'étais beaucoup branché sur l'album du Luciano, Béton Style, Funky Family. On avait l'album aussi la cassette de Supreme NTM qu'on s'échangeait. Tu sais, comme ça nous inspirait de l'écouter le jour. Le soir, on écrivait. Donc, on s'est mis à rapper. Et puis, entre les murs, sans pouvoir même sortir, parce que nous, on sortait pas. On était enfermés 24 heures sur 24 des années durant. On a formé le groupe, le duo qui s'appelait Mafia 03. On a enregistré une couple de chansons à l'intérieur du centre jeunesse où on nous ramenait du matériel. Souvent, on gardait la fin des instrumentales sur la cassette et sur un autre tape, on faisait record, puis on enregistrait nos freestyles, tout ça, puis on se montait des cassettes avec ça. Jusqu'au jour où on a commencé à avoir de la liberté, à sortir, puis on s'est dit, yo, pourquoi on s'appellerait pas homicide verbal? Tout simplement parce qu'on a envie de tuer ce rap, tuer lyricalement. Je me rappelle pas si on a enregistré des chansons sous le nom de homicide verbal. On en a écrit, on a fait quelques apparitions à droite, à gauche. On avait un gros entourage. On a toujours été entouré de beaucoup de gars. Donc, on a décidé d'impliquer tout le monde autour de nous parce qu'on avait l'impression que ça avançait mieux, tout le monde ensemble, puis on se sentait plus intouchable. T'sais. Donc, on a appelé ça 187 par rapport à l'immeuble où on habitait tous, dans le quartier Saint-Sauveur à Québec, qui était le 187 des Oblats. Et par rapport aussi au code de l'homicide aux États-Unis. Donc ça, c'était la famille, c'était le gros noyau. Tu sais, 187, juste pour vous remettre dedans, là, tu sais, il y avait le Dangereux, il y avait Mike Latache, qui aujourd'hui a été déporté en Allemagne, il y avait Diane, il y avait moi, il y avait Infrac. C'était 5. Le vrai noyau, 187. C'était dur de faire des shows pour nous, via la police qui venait toujours, même au début, dans nos shows, tout ça. On perdait souvent des membres, toujours un ou deux en prison, un par-ci, comme je te dis, un déporté, donc on en perdait un. Jusqu'au jour où on a eu vraiment de la misère à faire des shows. Et puis c'était ça qu'on voulait faire de notre vie, donc il n'était pas question que quelqu'un nous empêche de faire des shows. Donc on a décidé de s'appeler Face Cachée. 4187, on vient engraisser la légende. Ici les cops qui ont prêté allégeance rêvent de presser la détente. Qui était moi, Diane et Infrac, parce qu'à l'époque il y avait le Dangereux qui était retourné pour une grosse sentence de prison et Mike qui était déporté, donc on était 3 sur l'asphalte. Mais les gens de Québec, les gens du quartier savaient que Face Cachée c'était 187, bien entendu. Mais pour les flyers, pour les promoteurs, ce qui nous permettait de rentrer aussi bêtement, de faire un lancement d'album à l'Impérial, ils ont vu que du feu. Donc, bam, on est revenu en Face Cachée. Laisse-moi l'écrire avec ma plume. Ce soir, les anges pleurent, papa est mort dans sa cellule. Dès que j'étais jeune, c'est devenu la relation qu'on avait, c'était ami. J'avais même pas l'impression que c'était mon père. Et puis mon père, dès jeune, j'allais le visiter à la prison de Québec. Fait que je connaissais déjà le processus, je connaissais tout comment ça fonctionnait, la cantine, les ci, les ça. Et puis même moi, quand j'étais incarcéré en jeunesse, j'étais escorté par des agents de la jeunesse pour aller visiter mon père à la prison. Donc je passais d'un transfert jeunesse jusqu'à la prison. Dès que j'ai eu 16 ans, on a commis quelque chose de grave, moi puis mes amis. À 16 ans, il y a eu un gros conseil au Centre jeunesse de Québec pour m'envoyer tout de suite aux adultes. Donc, on me proposait une peine de pénitencier alors que j'avais 16 ans. Après multiples rencontres, tout ça, j'ai réussi à rester au Centre jeunesse jusqu'à mes 18 ans pour purger ma peine. Mais ce qui n'a pas été le cas d'un autre de mes amis, que lui, il a été déporté tout de suite en pénitencier maximum à l'âge de 16 ans. Déjà, la prison, je la connaissais bien. Je savais déjà comment ça fonctionnait. Puis juste pour vous donner une anecdote, pour moi, j'allais mourir en prison. Et puis je parlais à mes amis au téléphone qui étaient déjà en prison, puis tu sais, ils me disaient, tu sais, des fois, yo, on passe des 72 heures en cellule, nanana, nanana. Donc il y a eu un moment au centre jeunesse où je me suis pratiqué. Je vous explique. Des fois, je restais dans ma cellule tout le matin, jusqu'au soir. Puis les éducateurs, ils me disaient, Kevin, pourquoi t'es encore dans ta cellule à 9 h du soir, c'est le coucher, t'as pas sorti de la journée.
Moi, je pratiquais mon mental à rester enfermé, je faisais des expériences sur moi-même. Ça, c'était un peu de la folie, mais bon, c'est ça que ça fait quand t'es enfermé longtemps. Juste pour dire à quel point je me préparais mentalement pour à aller en prison à 18 ans. J'ai 13 ans quand j'entre au centre jeunesse, et puis je commence à rapper à 15 ans, début 15 ans. Moi, j'ai jamais été via la loi de la DPJ, parce que peu importe ce que j'ai vécu dans ma vie, t'sais, mes parents, ils m'ont jamais battu, tout ça. J'ai jamais été abusé sexuellement. Nous, c'est juste que nous, on était pauvres. C'est ça, mais les liens familiaux, ils ont toujours été là. Donc, j'ai toujours été sur la loi des jeunes contrevenants. Ce qui veut dire que quand j'étais en centre jeunesse, c'était parce que j'avais commis des délits. Et c'était des trucs de police. Et non parce que j'étais malmené, ou whatever. T'sais, ma mère a toujours été là pour moi. J'aurais commis un meurtre à 14 ans, puis elle m'aurait accepté comme son fils quand même. J'aboutissais en centre jeunesse parce que je prenais des mauvaises décisions puis je commettais des délits. Je croise des gens que je connaissais à l'époque qui sont encore, man. Quand je pars de la rue, moi, j'y étais vraiment. T'sais, moi, je côtoyais déjà les prostituées, les junkies, les clochards. Je travaillais dans la rue, j'y dormais. Tous ces gens-là, c'était mon entourage. Donc même aujourd'hui, je les croise, je vais leur parler, je vais leur demander comment tu vas. Il y a eu des années où je dormais dans la rue. Mon bureau de travail, c'était les piqueries du centre-ville. Donc, tu sais, des fois, je marche dans la rue, je vois déjà le chemin que j'ai fait. Je vois des gens dans des situations, puis je me dis, oh my God, man. Tu sais, j'étais loin pareil. Ouais, au fait, au début, ma première signature à vie a été avec Abusive Music à l'époque, qui est aujourd'hui Coyote. J'ai déconné un peu ces années-là. J'étais beaucoup plus dans la rue que dans la musique. Je voulais, mais je prenais pas les moyens nécessaires. Donc, j'ai un peu joué avec mon contrat. Je me suis retrouvé en prison. Les trucs étaient médiatisés, tout ça. Donc, c'était pas bon pour ces gens-là que je reste avec eux, ça les bloquait. Puis le fait que on ait mis fin à ce contrat-là, pas que j'étais down, mais j'étais d'accord. Moi, j'ai toujours un gars j'étais comme yo, c'est évident, c'est noir sur blanc, c'est évident. Là. Donc, après, je suis revenu, puis that's it. Quand j'étais en prison, j'ai entendu un gars que je connaissais pas. Je l'ai entendu à la radio, qui s'appelle Sai, qui est un rappeur de la Rive-Sud de Québec, de chez moi. Donc quand j'ai entendu ce gars-là, je me suis dit « Waouh, il est fort, c'est nice ». Je pense même que je lui ai parlé de la prison, puis pour lui dire hey, « c'est nice ton shit », tout ça. Pendant ce temps-là, Sai parle de nous à Pat. À ma sortie de prison, je rencontre plein de gens de label. Je tombe sur Pat de Explicit. Je pense que pour l'époque, c'était vraiment mon gars. C'était un gars de famille. Je voyais que son discours était comme « je te promets rien, mais si tu viens avec moi, on va faire les choses sérieuses ». Puis c'est ce qui est arrivé. Il a bien tenu sa parole. On a eu des belles années de rap. J'aurais eu l'occasion pas mal d'aller un peu où je voulais. Puis c'est ça que je souhaitais. De toute façon, j'ai été en indépendance toute ma vie. Moi, je mettais même mes collants sur mes propres mixtapes. Je les gravais moi-même, je mettais mes collants, je les vendais dans la rue. Mon skateboard sous pression. Yo, t'écoutes-tu du rap? T'as-tu 10 balles? On flippe. C'est ça de Benz! Diable encore! Pousse la tête de mort! Ben, c'est ça. Moi j'ai grandi dans la musique rock. J'ai découvert le rap plus tard. Chez moi, c'était le party à 3 h du matin. Si ma chanson préférée passait, on venait me réveiller pour me dire « Yo, viens au salon, c'est ta chanson qui joue. Viens, Kevin, lève-toi. » Donc, tu sais, j'ai grandi avec du Supertramp, du Metallica, toutes ces choses-là. Puis, il faut pas oublier que le rap est la seule, peut-être, musique au monde que tu peux mélanger avec tout. Tu sais, Nicolas qui est ici, qui est beatmaker, pourrait nous le dire. Tu sais, tu peux mélanger un drill avec un piano, après tu peux aller faire un trap avec un jazz. Tu peux tout mélanger. C'est ça qui fait la beauté du rap. Moi, j'aime la musique. 50% j'écoute du rap, 50% j'écoute plein de trucs. Ça m'inspire en même temps. Altitude Records, fondé mon label, avec mon bro Steve qui m'aide beaucoup avec ça. Parce que moi, je suis un artiste, ma force, c'est pas derrière les choses, c'est sur le terrain. Donc, pendant l'année de pandémie, bien entendu, je me suis retrouvé 1 an sans faire de show. J'ai décidé de mettre sur pied Altitude, vraiment pour prioriser les artistes de chez moi, les jeunes, les nouveaux. Si demain matin, je tombe sur un gars que je le vois, je le vois dans ses yeux vus, que lui, il est né pour ça, ben tu sais, c'est là que Altitude entre en action. Je suis pas à la recherche, j'ai pas l'intention de signer tous les rappers de ce monde. Quand je tombe sur un diamant brut, je sais quoi faire avec. Et puis, bien entendu, mon premier projet était JJ. JJ a enregistré son premier album, il avait 12 ans.
Et là, on s'apprête à faire le deuxième album de Jay. Jay, il vit en plein cœur du quartier. Donc, Jay est facilement basculable du côté sombre. Jay, c'est un joueur de basket. Tu sais, si on compile le basket avec l'école, après le rap bien encadré, t'as plus le temps de traîner en bas. Déjà là, la solution est réglée parce que souvent, les problèmes, ils arrivent quand les jeunes ne savent pas quoi faire, ils tournent en rond, ils traînent, ils sont pas occupés. Le rap, c'est aussi des mots. C'est de la langue française. De plus en plus que je croise des gens qui sont dans l'enseignement d'envie, ils sont down avec le rap. Ils sont comme, oui, man, c'est une bonne façon. Tu sais, ça conjugue, il y a des verbes, il y a des ci, il y a des ça. Plein de richesses dans un texte de rap. De plus en plus, ce qu'on voyait pas à l'époque. Parce que moi, quand j'étais même les premiers textes de rap que j'ai montrés à des gens, je veux dire, ils ont ri de moi. Puis c'était comme, yo, tu sais, je veux dire, oublie ça, là. Va à l'école, va travailler, fais whatever. Mais tu sais, je veux dire, tu gagneras jamais ta vie avec ça. Peut-être un jour, quand j'aurai, bro, 50 ans, peut-être une école de rap dans mon quartier, chez moi. C'est bien encadré, avec des studios, ce que tu apprends à jouer du piano, tu apprends à écrire, tout ça. Ça serait peut-être un truc que j'aimerais faire. Tu sais, au lieu d'un jour avoir une fondation ou quelque chose, j'ouvrirais une école de rap. T'as rien compris, j'ai rien à foutre de leur star system. Mais les billets dans le sac, c'est le rap qui paie. Tu t'empêches peut-être de faire quelque chose de nice parce que tu te dis, yo, ce gars-là, il est pas à la même hauteur que moi. Fuck that ça. Moi, quand je vois un artiste qui est bon, je me dis juste, yo, j'ai envie de faire une chanson avec lui, je suis sûr qu'on ferait une bonne chanson. Tu sais, souvent, c'est même moi qui écris en premier pour dire, yo, t'es bon, toi, on fait une chanson. Je trouve que souvent, ça donne la magie de mélanger les plumes ensemble. Tu sais. Après, on ouvre d'autres portes, les gens se connectent, tu sais, on crée des réseautages. Je trouve ça important, puis en même temps, yo, je suis mon instinct. Est-ce que j'ai déjà travaillé avec quelqu'un dans ma vie que je le regrette? Non. Quoi qu'il y ait de meilleur que de donner de la force aux autres? Tu sais, je veux dire, si t'en donnes jamais de force, t'en recevras jamais. Je me dis peut-être que les anciens, peut-être auraient dû faire ça avec nous aussi. Tu sais, nous prendre, nous montrer la job un peu, nous montrer comment ça se passe, comment faire. Peut-être qu'on était dans des années aussi qu'on était moins rejoignable, tu sais, il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était moins facile de s'écrire. Je trouve que ça fait la magie. Plus loin, vu que tu as ton label, est-ce que des YH, des Boris Levray, est-ce que ce ne seraient pas des gens que tu signerais au sein de ton label? Demain matin. Juste les artistes que tu m'as nommés là, des Boris Levray, des YH, c'est des gens qui vont aller loin dans le rap, ça. Parce que le diable se cache derrière les apparences. S'il y a que Dieu et le juge qui pèsent dans la balance. Hein? Bonne question. Moi, pour moi, les tatouages, comment je les vois, quand je vais être pris avec tous ces dessins-là, quand je vais avoir 80 ans, là, puis que les gens ils vont me regarder comme si j'étais un zombie, je vais pouvoir raconter mon histoire juste avec mes tatouages. J'ai beaucoup de dates. Tu sais, mon premier concert à Paris, je l'ai tatoué. Le lendemain, j'étais chez le tatoueur. Puis je me faisais tatouer la date avec la cigale, nanana. Après, mes albums qui sont sortis, mon chat qui est mort, frappé par une auto, je l'ai tatoué. Mon fils, ma fille, tu sais, tout un lien. Je peux les raconter. Chaque tatouage, je peux le raconter. Je pense qu'au final, on va pouvoir lire mon histoire à travers mes tatouages. Puis dans les apparences, tu les avais masqués. Puis c'était quoi la signification à travers ça? C'était que les gens cachent leur vraie identité. Ben c'était ça, hein? C'est les choses qu'on voit. C'est un peu là-dessus que j'ai joué en cachant quand Youssef et Fanny ont caché mes tatouages. J'ai l'air de quoi? Si je me regarde dans le miroir et que je ne me reconnais pas. Même le lendemain matin, mes enfants, ils m'ont jamais vu, pas de tatouage. Puis ma fille, la première chose qu'elle me dit, c'est qu'elle me dit « Papa, t'es donc ben laid. » Poussé par l'âge de vivre, tu peux pas nous stopper. Minuit trop tard dans la cité, c'est tout pour la monnaie. Moi puis mes amis, on avait un penchant pour les vols de voitures. Donc, il y a eu une bonne année, l'année de mes 13 ans, là, on s'est gâtés. On volait pas des voitures pour les revendre ou whatever. On faisait juste s'amuser, tu sais, on les parquait au bloc. On avait toutes nos voitures qui étaient stationnées là. Chacun avait la leur. Il y avait mon ami Doom qui s'est fait tuer quand j'avais peut-être 15 ans. Lui, c'était le spécialiste. Là, lui, il volait. Les intrépides, on les volait beaucoup. Sorry aux gens de Québec dans ces années-là qui se sont fait voler leur intrépide. C'était sûrement nous. C'est ça, j'avais 2-3 amis vraiment spécialistes qui m'ont montré comment faire. De A à Z. Donc, aussitôt que j'ai su comment ça fonctionnait, tournevis, pince-grippe, mon gars, coup de marteau, c'était fini. J'ai eu un petit penchant. Donc, c'est ça. On a fini notre aventure de vol de voiture dans les journaux. Comme on était un réseau de voleurs de voitures, ils ne sont pas nommés nos noms parce qu'on était tous mineurs, mais on n'était pas un réseau de vol de voitures. On jouait aux auto-tamponneuses la nuit dans le parc industriel avec les autos volées. Donc, on n'était que des gamins qui s'amusaient. Là, tu vas me dire tout ce que j'ai besoin de savoir. Sinon, je te défonce le crâne.
C'est mon prochaine étape. Je pense ben, même cette année mettre un pied dans le cinéma. Ça fait longtemps que j'y pense. Je veux écrire des séries, je veux les produire, je veux les réaliser. J'ai les outils qu'il faut, j'ai les personnes qu'il faut. C'est mon prochain move, c'est le cinéma. En tant qu'acteur aussi ou pas? Devant la caméra et derrière. J'aime beaucoup écrire des histoires. J'ai hâte de faire un film avec ma vie pour que les gens ils comprennent vraiment bien. Juste pour ce moment-là. Parce qu'il y a plein d'artistes, moi, qu'au début, il y a même des artistes que je filais pas. Que quand j'ai écouté leur film, je me suis mis à les filer. Je me suis dit, OK, là, je comprends mieux, man. Son histoire, son grind, comment il est arrivé à tout ça, tu sais, ça, c'est intéressant. Puis moi, je pense que quand je vais montrer ma vie aux gens, vraiment, genre sans filtre, ils vont vraiment comprendre. Pour les gens qui n'ont jamais compris le prototype que je suis. C'est ça, mais je pense que je suis pas encore prêt à ça. Je pense qu'il reste encore des belles affaires à m'arriver, qu'on va pouvoir imager, tu sais. Que si on le fait maintenant, on va se couper de toutes ces belles affaires-là. Prends mon temps, man, j'attends, puis quand le jour viendra, je vais le faire. Connais la différence entre les frères et les connaissances. Mes paroles étaient sincères, des SOS fluorescents. C'est comme l'âme d'un soldat. Dans la rue, on m'appelait on m'appelait Saint-Lô pour Saint-Laurent, ou soit on m'appelait déjà soldat à cause des missions que j'accomplissais. En plus, des fois, je me suis dit dans la vie aussi, peut-être que je pourrais devenir militaire ou je sais pas, tu sais. Tu me respectais quand j'étais personne. Tu parles de moi maintenant que je suis quelqu'un. Ça s'adresse aux faux amis. C'est les gens qui disent t'as changé. Ou me faire appeler la vedette. La vedette, c'est la pire mot que tu peux m'appeler. Si tu m'appelles la vedette, peut-être qu'on va se bagarrer dans 5 minutes qui vont suivre. J'ai de la misère avec les mots. Déjà, ma job dans la vie, j'ai une psychose des mots, moi. Je suis un malade des mots. Quand quelqu'un dit un mot, des fois, je vais m'arrêter sur un mot, je vais pas arrêter de penser à ça. Je vais être là comme, pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça avec ce mot-là? Souvent, après, je vais même aller le revoir pour pas aller dormir comme ça. Puis je vais dire, yo, pourquoi t'as dit ça, tu sais? On part avec le respect, tu sais. On peut le perdre, mais on part avec. Je suis capable de bien parler aux gens, tout ça, puis j'attends la même chose des gens en retour. Après, tu sais, quand ça va bien dans tes affaires, peu importe, dans la musique, n'importe quoi, ben t'as la jalousie qui embarque, t'as les gens qui parlent. Puis avant, ils parlaient pas, mais au fait, t'as pas changé. T'es toujours le même. Moi, ça vient me chercher ça un peu. C'était le temps où il n'y avait pas de connexion Bluetooth. Je me porte mieux, je ne lis plus les commentaires YouTube. Ah non, je veux plus là. C'est trop pour moi. Avant, je riais, je me fâchais, je lisais ça. Wow. Les commentaires YouTube, je les lis plus. Ça a pris un moment avant que je me détache de tout ça et que je dise, ah, je m'en fous. Man. Même s'il ferait un mème de moi demain matin, là je m'en balance. Mais tu sais, d'où je venais, c'était carré comme ça. Tu sais, on a été dans la rue longtemps avant d'être dans la musique. Puis au début, tu sais, nous, de la façon qu'on le faisait, c'était organique. C'était tout le monde dans le quartier. Il n'y avait personne qui parlait contre nous parce qu'il n'y avait rien à dire. Tu sais. Jusqu'au moment où ça a débordé. Puis là, je veux dire, ma sortie de prison, là, c'est l'époque Facebook puis tout ça. Là. Moi, je connaissais pas ça, Facebook. Là. Fait que, tu sais, je suis sorti, il y avait ça. Et puis là, je vois des gens qui vivent dans d'autres villes, qui te connaissent pas, qui te disent des choses. On a déjà retrouvé des commis d'épicerie qui avaient marqué des commentaires. On l'a retrouvé. Tu sais, à la façon que je prenais ça au sérieux, ma musique, c'était comme « Yo, man, qu'est-ce qu'il dit ce gars-là? Il a pas raison, moi, je suis pas comme ça du tout. » Fait que, tu sais, j'allais lui expliquer face à face que c'était comme « Yo, t'as pas raison, ton commentaire. » Mais jusqu'à un moment donné que je me suis dit « Yo, ça me joue bien trop dans la tête, faut que j'arrête de lire ça puis de prendre ça, tu sais. » Au final, moi, je le sais, puis là, après, on m'explique. Là, c'est normal, tu sais, on est dans une ère de ça. Les mauvais commentaires, ils viennent avec les bons, puis tout ça. Tu sais, maintenant, je veux dire, je suis bien avec ça, là. Je suis conscient que, de un, je peux pas plaire à tout le monde, puis toutes sortes de gens sur Internet. Donc, je vis bien avec ça. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je donne. À partir de là, mes enfants ont des derniers Jordan d'un pied. That's it. Je kick mon shit, et toi tu dis que le rap c'est mauvais pour la vie de mon fils. C'est dur maintenant, mes enfants sont grands, ils commencent à savoir ce que je fais dans la vie. Ils veulent le savoir, ils veulent venir dans les tournages, ils veulent venir, pas vraiment le cacher. Puis en même temps, je fais attention à ce qu'ils écoutent beaucoup. J'ai écrit cette ligne par rapport à, justement, quelqu'un qui me dit, justement, hey, tu fais des clips bizarres pour un père de famille, tout ça, nan. Moi, je suis comme, yo, moi, je fais ma vie, là. Je faisais ce job-là avant d'être un père de famille, là. Puis, je veux dire, je sépare ma bulle familiale de ma bulle de rap, comme ça, tranchée. Puis, tu sais, je veux dire, le fait d'avoir des enfants, ça me ramollit zéro, là, moi, là. Ça m'a juste donné plus de gaz pour continuer, là. Je dirais survivant. Parce que j'ai eu beaucoup d'invités, puis chaque invité, j'ai pris le temps de créer une bulle pour être bien avec lui. T'sais. Ça va jusque ce qui aime fumer, je l'amenais. Ce qui aime boire, je l'amenais.
J'ai quand même reçu Anima Studio, j'ai reçu les gars de 514. J'essayais des nouvelles affaires, c'est là qu'est né Valentina, elle est né nanana. Donc, ouais, c'est mon album que j'ai eu le plus de plaisir à faire. Crime Grave parce que je passais d'un total boom bap à d'autres genres de beats. Rough Sound m'a emmené ailleurs, j'étais arrivé chez lui puis j'étais comme yo, c'est ça que j'ai envie de faire, des grosses basses, des beats plus saccadés. Tu sais, quand j'étais arrivé avec ça, il y en a qui, première écoute, ils m'ont dit yo, ça fonctionne pas, je débarque, nan. Je reçois un message de la même personne un mois plus tard qui me dit, après plusieurs écoutes, c'est mon album préféré. Tu sais, je pense qu'il y a eu une espèce de choc. Et puis là, après ça, j'ai compris que c'était bien que je les choque comme ça. Petits chocs électriques, ils sont comme « Hey, qu'est-ce qui se passe? Il est rendu fou, hein? Il est complètement drogué, ce gars-là. » Ad Vitam Aeternam représenterait plus Kevin et Backstage représenterait plus Soulja. Ben, tu sais, Ad Vitam, je l'ai enregistré quelques jours après la naissance de mon fils encore. J'étais allé m'enfermer dans un chalet, mais cette fois-ci avec ma famille, avec mes enfants, ma femme. Mon fils était dans le boot, je lui donnais son lait, je tapais des verses en même temps. Ça, c'était vraiment moi. Puis Backstage, je l'ai écrit en tournée. La plupart des chansons, je les ai écrites dans des loges de show, dans des hôtels. Tu sais, j'allais enregistrer entre 2 dates, donc c'était Soulja. Wow, bonne question. Ma femme en plus, elle a ses préférences. Ma femme, elle se gêne pas pour me dire quand qu'un morceau est moins bon qu'un autre. C'est pour ça que c'est ma femme, elle me dit les vraies choses. Son album préféré. Ah, c'est quoi? Je dirais Survivant. Peut-être que je me trompe, mais elle pourra commenter cette vidéo si je me trompe. Hey Anne, c'est quoi ton album préféré? Dis-nous-le, commente-le ici en bas. Je garderai Survivant. Merci d'être venu, d'être passé sur Culture. Yes. Hey mon bro, solide, des bonnes questions, hein? Je me suis bien amusé, j'aurais continué encore. Esprit troublé, catapulté dans un monde à part. J'étais l'élève sous-estimé, assis tout au fond de la classe. Ils m'ont dit que j'allais mourir en prison comme mon père. Je ne me suis jamais gêné pour...